Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir. Nicolas Monceau, bonjour. Vous êtes universitaire, maître de conférences en sciences politiques à l'université de Bordeaux. Vous avez déjà collaboré avec la Fondation Jean Jaurès avec une note et notamment un essai consacré à l'UE et la Turquie. Nous allons parler ensemble évidemment des élections présidentielles et législatives turques qui auront lieu le 14 mai. Et dans la première question, on va peut-être se concentrer sur les deux principaux candidats, donc Recep Tayyip Erdogan, le président sortant, le candidat de l'AKP, le Parti de la Justice et du Développement au pouvoir depuis 20 ans, 22 ans, enfin vous préciserez, et Kemal Kılıçdaroğlu, qui est donc le candidat de la coalition qui s'appelle Table des Six, et il est le président du CHP, donc le parti républicain du peuple, qui est le principal parti d'opposition en Turquie. Donc, parler peut-être de leur programme, du déroulement de la campagne, du contexte politique, économique et social, le tremblement de terre, mais aussi le récent malaise d'Erdogan, et aussi parler dans ce canton de la coalition qui, vu d'ici, paraît un peu hétéroclite, hein, parce que c'est quand même, ça recouvre un spectre assez large, et de cette composition de la coalition, comment elle s'est composée et du programme donc de cette coalition. Bien, merci. Bonjour à vous. Alors, beaucoup de questions. Je vais commencer donc par évoquer les candidats à l'élection présidentielle, en rappelant que le 14 mai, effectivement, se tiennent à la fois l'élection présidentielle, mais aussi les élections législatives pour renouveler les 600 sièges de députés du Parlement turc. En ce qui concerne l'élection présidentielle, alors il y a 4 candidats, mais effectivement, il y a essentiellement 2 candidats qui sont jugés plus importants. Pour les présenter rapidement, le président de la République de Turquie sortant, Recep Tayyip Erdogan, alors qui est au pouvoir depuis 20 ans en Turquie. Son parti, l'AKP, le Parti de la Justice et du Développement, a remporté les élections législatives en 2002. Et depuis, ce parti est resté au pouvoir et a remporté toutes les élections, aussi bien nationales que locales, avec des variations dans les dernières années. Et à partir de 2019, un déclin électoral assez significatif, puisque le parti a perdu des grandes municipalités, dont Istanbul et Ankara, aux élections locales. Recep Tayyip Erdogan donc, a été nommé Premier ministre en 2003, fonction qu'il a occupée pendant une dizaine d'années, jusqu'en 2014, où il est élu président de la République au suffrage universel direct, et depuis, il a été réélu en 2018. Donc, c'est sa 3e candidature à l'élection présidentielle. Et effectivement, il est aussi, dans le cadre de cette élection, à la tête d'une coalition, la coalition du peuple, ou la coalition populaire, pardon, l'Alliance du peuple ou l'Alliance populaire, pour être plus précis, qui donc réunit le parti dominant au pouvoir depuis 20 ans, l'AKP, mais aussi son principal parti allié, depuis 2017-2018, le Parti de l'Action nationaliste, ou MHP en turc, qui est un parti qui est représenté au Parlement aussi, et qui est un parti ultranationaliste qui désormais soutient le président. Il y a aussi quelques petits partis qui ont rejoint cette coalition ou cette alliance pour soutenir le président sortant. De l'autre côté, on reviendra plus longuement sur certains aspects, bien entendu, il y a donc l'opposition, et ce qui marque un fait nouveau, original et même inédit dans ces élections présidentielles, est la réunion des principaux partis politiques d'opposition au sein d'une coalition, en vue de présenter un candidat unique, ce qui n'a pas été le cas durant les élections présidentielles passées. Et cette alliance de la coalition, cette alliance de l'opposition, pardon, qu'on appelle l'alliance de la nation ou l'alliance nationale, réunit 6 partis politiques d'opposition. Et donc, les médias, notamment, ont désigné cette coalition sous l'expression de la table des 6 pour signifier tout simplement les réunions
mensuel, plus d'une dizaine des dirigeants de ces 6 partis, assis autour de la même table pour discuter de leur stratégie, de leur programme au cours de l'année passée, et les photographies de ces réunions ont été largement diffusées, d'où cette appellation. Alors pour présenter rapidement cette opposition, elle a choisi un candidat unique, Kemal Kılıçdaroğlu, qui est le dirigeant du principal parti d'opposition à l'AKP et au sein du Parlement, et qui est aussi, en termes d'influence électorale et selon les intentions de vote dans les sondages, le parti le plus important au sein de cette coalition d'opposition. Alors, pour le rappeler en 2 mots, Kılıçdaroğlu est le président du Parti républicain du peuple, CHP en turc, qui est à l'origine un parti kémaliste, fondé par Mustafa Kemal Atatürk en 1923, qui a joué un rôle extrêmement important dans l'histoire politique de la Turquie depuis un siècle, et qui aujourd'hui, outre le fait qu'il soit le principal parti d'opposition parlementaire, est considéré, présenté comme un parti de centre-gauche social-démocrate, qui défend pour l'essentiel les valeurs de la laïcité, même s'il y a eu des évolutions sur ce point au sein du parti, et notamment de son candidat, qui défend aussi l'héritage kémaliste et les valeurs républicaines, pour aller à l'essentiel. Parallèlement, donc, dans cette coalition, il y a un autre parti qui aussi a une influence électorale importante, ce qui s'appelle le Bon Parti, qui a été fondé à la suite d'une scission avec le Parti de l'Action nationaliste, donc le MHP allié de l'AKP, en 2017-2018, et ce parti, le Bon Parti, est dirigé par une femme, Meral Akşener, qui est le second dirigeant influent au sein de cette coalition, et c'est un parti qui est plutôt considéré comme étant nationaliste, conservateur et laïque. Et enfin, il y a 4 autres partis qui sont considérés comme étant, entre guillemets, des petits partis, en raison de leur poids, de leur influence politique et électorale. Il y a un parti qu'on pourrait appeler islamo-conservateur, et il y a un parti, le Parti démocrate, qui est un parti de centre-droit, laïque et conservateur, et il y a aussi 2 partis fondés par d'anciens dirigeants de l'AKP qui ont rejoint l'opposition. Le Parti de l'avenir, fondé par Ahmet Davutoğlu, qui fut le conseiller diplomatique du Premier ministre Erdogan, qui fut son ministre des Affaires étrangères à la fin des années 2000, et qui fut également Premier ministre de 2014 à 2016, et qui, en 2019, a quitté l'AKP avec perte et fracas en désaccord avec l'orientation du parti, pour fonder son propre parti politique. Et il y a aussi un autre parti au sein de cette coalition, le Parti pour la démocratie et le progrès, fondé et dirigé par Ali Babacan, qui lui aussi était l'ancien député de l'AKP, un ancien ministre de l'économie et des finances des gouvernements de l'AKP, qui a quitté également le parti AKP en désaccord avec la politique de ce dernier. Donc, pour résumer, cette coalition qui réunit 6 partis d'opposition apparaît assez hétéroclite d'un point de vue idéologique, parce qu'elle rassemble des partis plutôt laïques, d'autres une orientation religieuse plus marquée, des partis conservateurs, de centre-droit, de centre-gauche, des partis fondés par d'anciens dirigeants du parti au pouvoir, cette coalition donc a désigné Kemal Kılıçdaroğlu comme étant son candidat unique. Alors pour poursuivre la présentation des élections à venir, quelques mots sur le contexte des élections, et qui sont aussi des éléments importants concernant les enjeux des élections à venir. Et on pourrait dire ici que ces enjeux de l'élection figurent également dans les programmes politiques à la fois de l'AKP d'un côté et de l'opposition de l'autre. Alors, il y a, pour aller à l'essentiel, 3 enjeux principaux, donc qui ont donné lieu à un certain nombre d'annonces, de mesures ou de promesses électorales. Il y a évidemment le contexte économique et social de la Turquie, qui est sans doute l'un des principaux enjeux de cette campagne électorale. Alors, il faut rappeler le contexte en quelques mots. La situation économique et sociale de la Turquie s'est profondément dégradée
Depuis plusieurs années, la Turquie traverse une crise très très grave du point de vue économique et social. Tous les indicateurs le montrent et cette crise s'est aggravée depuis 2018. En particulier, lorsqu'on évoque l'inflation, qui a connu une hausse considérable au cours des derniers mois. En octobre dernier, l'inflation atteint 85%, ce qui n'avait pas été le cas depuis 1998 en Turquie. Et l'inflation évolue ou varie autour de 50%, ce qui est donc une influence considérable sur le niveau de vie des Turcs, sur leurs conditions de vie, bien entendu. On peut aussi évoquer la dévaluation de la monnaie nationale, la livre turque, qui est aussi extrêmement importante et qui a conduit les Turcs à perdre considérablement leur pouvoir d'achat. En raison de cette dévaluation de la monnaie nationale. Et puis on peut évoquer aussi la montée du chômage, en particulier chez les jeunes, qui est importante depuis plusieurs années. Donc, à partir de ces quelques rappels de quelques indicateurs et du contexte économique et social du pays, les enjeux économiques et sociaux sont bien évidemment au cœur de la campagne électorale et ont conduit les deux candidats les plus importants à annoncer un certain nombre de mesures dans leur programme. Du côté du président sortant Erdogan, donc plusieurs mesures ont été annoncées, comme l'augmentation du salaire minimum, du SMIC, de plus de 50%, donc une annonce il y a quelques mois, mais qu'il faut aussi remettre en perspective avec l'inflation. Et puis, autre mesure qu'on peut rappeler aussi, la la, le- l'annonce d'un départ à la retraite anticipée pour 2 millions de Turcs, en particulier des fonctionnaires, qui donc pourront bénéficier d'une réforme des retraites, leur permettant de partir plus tôt à la retraite. Il y a d'autres annonces aussi qui ont été, alors qui concernent l'économie ou le niveau de vie des Turcs, enfin en lien avec l'économie, et qui concernent notamment l'énergie. En Turquie, le président sortant, par exemple, a annoncé que le gaz serait livré ou distribué gratuitement pendant un mois aux Turcs à la suite de l'exploitation d'un nouveau gisement d'hydrocarbures, de gaz en mer Noire, qui a été donc dont l'exploitation a été lancée récemment. Et pour inaugurer cette exploitation, donc cette annonce a été faite d'offrir aux Turcs des livraisons de gaz, une consommation de gaz gratuite pendant un mois. Donc il y a toute une série de mesures qui sont annoncées ainsi par le président sortant, mais également du côté de l'opposition, l'économie occupe une place importante dans le programme de l'opposition. Alors, il faut préciser que l'opposition, cette coalition a rendu public un document, un manifeste électoral au début du mois de mars, qui est un document assez volumineux, plus de 200 pages, avec plus de 2000 promesses dans 9 domaines différents. Et donc l'économie en fait partie. Et pour l'essentiel, il y a deux mesures qu'on peut souligner concernant l'économie. Tout d'abord, il y a la volonté de revenir à une politique monétaire plus orthodoxe, par opposition à la politique monétaire qui a été menée par le gouvernement d'AKP et qui aurait joué un rôle dans l'explosion de l'inflation, selon certains analystes. Et d'autre part, il y a la volonté d'assurer l'indépendance de la Banque centrale turque qui, là aussi, aurait joué, sur sa perte d'indépendance au cours des dernières années, un rôle dans l'évolution économique du pays. Mais au-delà, le programme politique de l'opposition n'entre pas trop dans les détails sur les orientations économiques et sociales, et donc annonce quelques grandes mesures ou orientations sans entrer davantage dans le détail. Alors voilà un des principaux enjeux qui occupent la campagne électorale, euh, les enjeux économiques et sociaux, mais il y en a d'autres aussi, et on peut évoquer les enjeux politiques. D'autre part, et notamment la question de
Du régime politique de la Turquie, la question de l'état de droit, de la place de l'état de droit en Turquie, de la place des droits et libertés plus largement. Alors pour rappeler et contextualiser très rapidement, la Turquie, depuis la fondation de la République en 1923, avait un régime parlementaire, et depuis une réforme de la Constitution en 2017, avec un référendum, la Turquie a évolué vers un régime présidentiel. Et donc aujourd'hui, le, le régime turc, en l'occurrence, eh bien, a conduit, s'est présidentialisé, a, a conduit à notamment à la suppression du poste de Premier ministre et à renforcer les pouvoirs du président sur le modèle des États-Unis, même s'il y a des différences assez significatives avec le modèle états-unien. Cette évolution a suscité de nombreuses réactions, beaucoup de débats, d'opposition, d'inquiétudes, en raison des risques de concentration des pouvoirs aux mains du président. Et donc l'opposition politique en Turquie, ainsi que les partenaires étrangers, occidentaux, les États-Unis, l'Union européenne, ont vivement dénoncé cette évolution vers une présidentialisation du régime turc. Donc l'un des grands enjeux sur le plan politique est le maintien ou non du régime présidentiel, car en effet, en cas de victoire, l'opposition a fait savoir qu'elle reviendrait au régime parlementaire, qu'elle rétablirait le régime parlementaire, donc qu'elle rétablirait la fonction de Premier ministre, qu'elle limiterait les pouvoirs du président, notamment limiter les décrets que le président peut adopter, reviendrait à un rôle plus honorifique du président, donc reviendrait au système politique précédent. Et donc c'est là des grands enjeux politiques, et au-delà aussi il y a la question de l'état de droit et plus largement des droits et libertés en Turquie, puisque l'une des caractéristiques de la Turquie depuis une dizaine d'années est une évolution vers un régime plus autoritaire. On évoque régulièrement des dérives autoritaires dans le pays, qui se sont accentuées avec l'état d'urgence après le coup d'État militaire raté en 2016. Cette évolution du régime vers l'autoritarisme a été aussi largement critiquée et dénoncée à la fois par l'opposition politique en Turquie et par les partenaires étrangers du pays. En l'occurrence, donc, en cas de victoire de l'opposition, celle-ci a fait savoir que elle agirait pour rétablir, ou en tout cas améliorer la situation des droits et des libertés en Turquie, et réhabiliter l'état de droit qui a été mis en question, mis en cause au cours de la dernière décennie. Et enfin, pour terminer, je dirais il y a un autre élément qui intervient dans la campagne électorale, qui n'était pas prévu en quelque sorte, ce sont les tremblements de terre qui ont eu lieu le 6 février dans le sud de la Turquie, ainsi qu'en Syrie. En ce qui concerne la Turquie, 11 régions ont été touchées par ces secousses qui ont eu lieu donc le 6 février et dans les jours qui ont suivi. Le bilan de ces tremblements de terre est considérable. On a estimé à plus de 50 000 morts, plus de 100 000 blessés. Environ 200 000 bâtiments ont été détruits ou endommagés, et plus de 3 millions de personnes ont été déplacées. Ce qui d'ailleurs soulève aussi des questions sur l'organisation des scrutins dans ces régions, étant donné le fait que les bâtiments ont été détruits et que la population a été déplacée. Suite à ce tremblement de terre, polémique a éclaté en Turquie, des controverses ont éclaté, qui ont mis en cause le gouvernement turc, le président, à la fois sur la gestion de la catastrophe. La hauteur des secours a été critiquée, en particulier, et aussi donc l'incompétence du gouvernement a été dénoncée par un certain nombre par l'opposition, mais aussi par la société civile. Et par ailleurs, des accusations de corruption ont également été formulées à l'encontre du gouvernement en raison des liens que ce dernier entretiendrait avec des promoteurs immobiliers
qui aurait construit des milliers de bâtiments dans ces régions sans respecter les normes antisismiques, les normes de contrôle qui étaient nécessaires face à des catastrophes naturelles comme des tremblements de terre. Donc il y a toute une polémique qui a éclaté et qui pourrait avoir des conséquences politiques lors des scrutins, qui pourraient conduire un certain nombre de citoyens à se détourner de l'AKP et à soutenir l'opposition. Donc il y a ces trois enjeux, il y en a d'autres évidemment, mais qui occupent une large partie de la campagne électorale. Pour rappeler donc les enjeux économiques et sociaux en raison de la crise très très profonde que traverse le pays, les enjeux politiques liés à l'évolution politique intérieure depuis 10 ans et la question du rétablissement de l'état de droit en Turquie ou du retour de la démocratie en Turquie en cas de victoire de l'opposition, et enfin les conséquences des tremblements de terre également, donc qui sont un facteur venu dans la campagne depuis le mois de février. Merci Nicolas pour, merci Nicolas pour avoir dressé ce panorama très, très complet. Justement, avant de nous parler de ce que disent aujourd'hui les sondages et pour la présidentielle et pour les législatives, peut-être très rapidement mentionner les deux autres candidats et aussi savoir si le récent malaise d'Erdogan peut avoir des incidences électorales. Oui, alors les deux autres candidats à l'élection présidentielle sont des candidats indépendants qui ont pu réunir 100 000 signatures de citoyens turcs leur permettant de présenter leur candidature et qui sont chacun à la tête d'un parti politique. Alors, le premier de ces candidats est Muharrem İnce, qui est un ancien candidat du Parti républicain du peuple, du CHP, à l'élection présidentielle de 2018. C'est lui qui a porté la bannière du parti CHP lors de ces dernières élections présidentielles et qui a décidé avec son parti qui s'appelle le Parti du pays, qui a donc décidé de se présenter comme candidat indépendant à l'élection présidentielle. Alors, dans les derniers sondages, on observe une petite hausse des intentions de vote à l'égard de son parti, mais ce qui reste assez marginal, de l'ordre de 2 à 3%. Cette candidature est largement critiquée en interne au sein du Parti républicain du peuple parce que certains estiment que cette candidature pourrait affaiblir la candidature du président du Parti républicain, Kemal Kılıçdaroğlu. Et l'autre candidat indépendant s'appelle Sinan Oğan. Lui, il vient plutôt de la droite nationaliste, voire ultranationaliste. C'est un ancien député du MHP. Et c'est allié à un autre petit parti, également qu'on pourrait situer à la droite de la droite, et donc qui représente plutôt le courant de la droite nationaliste. Et là aussi, les intentions de vote montrent a priori un résultat assez marginal lors de ces élections. Ensuite, en ce qui concerne le retrait du président sortant Erdogan de la campagne électorale de ces derniers jours, de son absence, alors depuis mardi soir. Alors il faut rappeler que lors de sa participation à une émission directe mardi soir en Turquie, il aurait eu un malaise, ce qui a conduit à interrompre pendant une dizaine de minutes cette émission, puis ensuite il aurait repris le cours. Et depuis, ses médecins ont diagnostiqué une grippe intestinale qui l'a conduit donc à annuler ses engagements de campagne. Le mercredi, il devait participer à 3 meetings dans des villes en Anatolie centrale, qui sont des régions traditionnellement acquises à l'AKP. Ce qui l'a empêché de venir rencontrer ses électeurs, de mobiliser son électorat. Il faut rappeler que le président participe à 2 ou 3 meetings tous les jours et à travers le pays. Donc, c'est un rythme de campagne assez effréné. Ce jeudi, il devait inaugurer la centrale nucléaire
construite au sud de la Turquie, près de la ville de Mersin, par un consortium russe. Et il a finalement participé à cette inauguration en ligne, en invitant d'ailleurs le président russe Poutine, qui est également intervenu en ligne pour inaugurer conjointement cette première centrale nucléaire qui devrait garantir l'indépendance ou la souveraineté énergétique de la Turquie. Pour l'instant, voilà les dernières informations. Il faut aussi rappeler en deux mots que, en principe, le président devrait reprendre ses activités ces jours-ci, que si cette absence ou ce retrait devait se poursuivre, ça pourrait évidemment avoir des incidences sur la campagne électorale, et certains pourraient mettre en avant l'âge également du président turc, qui est âgé de 69 ans. Et c'est peut-être aussi un élément qui pourrait, le cas échéant, être utilisé par l'opposition durant la campagne électorale. Même s'il faut être très très prudent sur ce sujet, et aussi rappeler que le candidat de l'opposition est âgé de 74 ans. Donc, ce ne sera sans doute pas sur ce terrain-là que les deux principaux candidats vont s'affronter dans les prochains jours. Et sur les enquêtes d'opinion, elles donnent, est-ce qu'il y a enfin, qu'indiquent les enquêtes d'opinion, et est-ce qu'il y a une dynamique en faveur de l'un ou de l'autre, ou c'est très serré? Alors, les sondages d'opinion sont très nombreux en Turquie. Il y a beaucoup d'instituts, il y a des enquêtes quasi quotidiennement, et montrent une tendance assez unanime de la plupart des instituts en faveur du candidat de l'opposition. Les résultats des enquêtes en termes d'intention de vote étaient très serrés au cours des derniers mois, mais on peut rappeler que le président Erdogan était entre guillemets en perte de vitesse dans les sondages d'opinion depuis l'année 2022, qu'il était en recul régulièrement dans les sondages, et ces résultats serrés, mais plutôt en faveur du candidat à l'opposition, se sont fortement accentués depuis les tremblements de terre. On peut même souligner une sorte de basculement en faveur du candidat de l'opposition depuis le début du mois de février, à la suite des tremblements de terre. Et dès lors, dans la plupart des sondages, le candidat de l'opposition est crédité d'une avance qui varie entre 3 et 6 points. Certains sondages l'ont même donné vainqueur au premier tour de l'élection présidentielle, mais là on est plutôt dans une dynamique qui placerait le candidat de l'opposition en première position lors du premier tour qui placerait le candidat de l'opposition en tête lors du premier tour de l'élection présidentielle, ce qui conduirait donc à l'organisation d'un second tour 15 jours plus tard. Et en ce qui concerne les élections législatives, alors j'ai consulté un sondage qui a eu lieu au milieu du mois d'avril par un institut qui s'intitule Lionel M, turc, et qui donne, en ce qui concerne l'élection des 600 députés, les résultats suivants en termes d'intention de vote. La coalition au pouvoir, donc l'AKP et le MHP, obtiendrait, selon ce sondage, de l'ordre de 37% des suffrages exprimés, tandis que l'opposition, en tout cas les deux principaux partis, le CHP, Républicain du Peuple, et le Bon Parti, obtiendraient de l'ordre de 33%. Donc on est, selon les sondages, dans des fourchettes, là je donne un exemple, mais plus largement dans des fourchettes qui oscillent entre 30 et 35% des intentions de vote pour ces principaux partis politiques. Alors il faut rappeler aussi les intentions de vote en faveur d'un parti qui va jouer un rôle très important dans ces élections, qui est le Parti démocratique des peuples, ou HDP en turc, qui est un parti de gauche, présenté généralement comme pro-kurde, qui défend donc effectivement les Kurdes en Turquie, mais plus largement aussi des positions pour de défense des droits des minorités, et aussi des positions écologistes assez affirmées. Le HDP, qui est actuellement
le troisième parti politique au sein du Parlement, avec plus d'une soixantaine de députés, et la deuxième force d'opposition au sein de ce Parlement, obtiendrait, selon le même sondage, autour de 8 à 9% des suffrages exprimés. Donc, selon les sondages, la HDP obtiendrait autour de 10% des suffrages exprimés. Et il faut préciser ici que ce parti HDP a fait le choix de ne pas présenter de candidat à l'élection présidentielle. L'un de ses fondateurs, l'un de ses dirigeants, qui fut son candidat lors de l'élection de 2015 et de 2014, pardon, de 2018, à l'élection présidentielle, Selahattin Demirtas, est en prison depuis 2016, accusé d'être de propagande terroriste. Et donc, il a fait le choix, avec son parti, de ne pas présenter de candidat lors de cette élection, mais de soutenir tacitement la candidature de Kemal Kılıçdaroğlu. Et par conséquent, beaucoup d'observateurs estiment que le parti HDP pourrait jouer un rôle très, très important dans les élections, pourrait contribuer à orienter les résultats des élections en faveur du candidat de l'opposition. Et donc, beaucoup d'observateurs estiment que le HDP pourrait être en quelque sorte le faiseur de roi de cette élection, en apportant son soutien à l'opposition et à son candidat unique. Merci Nicolas. Alors, là, vous avez bien dressé le tableau des enjeux au niveau national et maintenant abordons plutôt le niveau régional et international. Quelles pourraient être les conséquences politiques, soit d'une réélection d'Erdogan et d'une majorité, AKP, MHP au Parlement, ou d'une victoire du candidat d'opposition, donc Kılıçdaroğlu, je le prononce mal, mais et donc du CHP et des partis composant la coalition. Alors, sur les questions de politique étrangère et la position de la Turquie sur le plan régional et international, c'est un élément de contexte aussi à rappeler. Au cours des dernières années, en tout cas du point de vue des alliés occidentaux de la Turquie, c'est-à-dire pour l'essentiel les États-Unis et l'Union européenne, la Turquie, en raison de la politique menée par le gouvernement de l'AKP, s'est caractérisée par une politique étrangère jugée interventionniste, voire agressive, et allant souvent à l'encontre des intérêts occidentaux. Donc, remettant en question aussi le partenariat ou l'alliance entre la Turquie et les États-Unis ou l'Union européenne. Et en particulier, ces interrogations se sont cristallisées autour de l'OTAN, dont la Turquie est l'un des membres et joue un rôle important au sein de cette organisation. Alors, la politique étrangère de la Turquie en Syrie, avec plusieurs opérations militaires au nord de la Syrie ces dernières années, en Libye, dans la région du Caucase, avec le Haut-Karabakh, les relations étroites entretenues par la Turquie avec la Russie, qui ont conduit à un développement d'un partenariat multidimensionnel, économique, commercial, énergétique, militaire aussi, au détriment, aux grandes dames de l'OTAN, ont soulevé beaucoup de questions au cours des dernières années, donc chez les partenaires occidentaux, et ont conduit aussi à une forme d'isolement de la Turquie sur le plan international, un isolement diplomatique de la Turquie. Et d'ailleurs, on observe ces derniers mois une tentative par la Turquie, en particulier par le président turc, de se rapprocher d'un certain nombre d'États dans la région, avec lesquels la Turquie pouvait connaître des difficultés, voire des tensions, et donc un rapprochement en particulier avec Israël, avec l'Égypte, avec les Émirats arabes unis ou encore avec l'Arabie saoudite, depuis quelques mois, ont témoigné de cette volonté de sortir la Turquie de son isolement international. En tout cas, c'est ainsi que cela a été interprété la plupart du temps. Pour autant, la Turquie continue donc à entretenir des relations contrastées, ambivalentes, parfois conflictuelles,
à la fois avec ses partenaires de l'OTAN et avec l'Union européenne. Le blocage opposé par la Turquie à l'adhésion de la Suède à l'OTAN ces derniers mois témoigne de ces relations assez troublées que la Turquie entretient avec ses partenaires. Alors, qu'est-ce que les élections pourraient apporter comme changement? En cas de victoire de l'opposition, beaucoup estiment que des signaux plus positifs pourraient être lancés par le nouveau président, donc qui serait Kemal Kılıçdaroğlu, ou par le nouveau gouvernement euh, en direction de l'Union européenne. En direction de l'Union européenne, avec qui les relations se sont fortement dégradées au cours des dernières années. Les négociations d'adhésion sont au point mort depuis plusieurs années. Et par conséquent, l'arrivée au pouvoir de l'opposition, l'alternance politique en Turquie, pourrait favoriser une reprise du dialogue entre la Turquie et l'Union européenne, une reprise des discussions sur un certain nombre de dossiers, voire une relance des négociations d'adhésion. Et effectivement, il y a un certain nombre de dossiers qui sont très importants, voire même centraux entre la Turquie et l'Union européenne et qui sont largement en suspens depuis plusieurs années. On peut parler des relations économiques et commerciales entre la Turquie et l'Union européenne. Donc, il était largement question ces dernières années d'une modernisation de l'union douanière, par exemple. Il est question aussi des questions énergétiques. La Turquie joue un rôle très important pour la sécurité énergétique de l'Europe, et en particulier depuis le conflit en Ukraine et les relations entre les pays européens et la Russie. Les questions migratoires, en rappelant que la Turquie accueille près de 4 millions de réfugiés, pour l'essentiel syriens, et que donc des accords avaient été signés entre l'Union européenne et la Turquie il y a quelques années, donc pour gérer la crise migratoire, mais aussi sur les grands enjeux auxquels l'Union européenne est confrontée. Je fais référence notamment aux transitions écologiques, environnementales, transitions numériques, etc. Donc il y a beaucoup de dossiers qui sont en suspens et une reprise du dialogue, des échanges, des discussions entre les Européens et les Turcs en cas de victoire de l'opposition contribuerait à faire avancer ces dossiers, en tout cas du point de vue des Européens. On pourrait aussi souligner le fait que, en cas de victoire de l'opposition, en tout cas, c'est une promesse de la coalition d'opposition. Il y aurait une volonté de normalisation des relations avec l'OTAN. Et j'évoquais le blocage de la Turquie à la candidature, à l'adhésion de la Suède à l'OTAN et aussi à la Finlande, après avoir finalement récemment soutenu et accepté cette adhésion. Mais plus largement, les relations sont assez ambivalentes, comme je le disais, assez troublées au sein de l'organisation atlantique, et l'opposition s'est engagée à tenter de normaliser ces relations en cas de victoire. Donc, on peut estimer que la politique étrangère de la Turquie sur ces dossiers, le dossier européen, la question de l'OTAN, pourrait évoluer, serait susceptible d'évoluer en cas de victoire de l'opposition. Mais pour autant, et ça, de nombreux observateurs le soulignent aussi, il y a certaines orientations de la politique étrangère qui, a priori, ne devraient pas connaître de changements significatifs en cas d'arrivée au pouvoir de Kemal Kılıçdaroğlu, en cas d'alternance au pouvoir, en particulier sur des dossiers comme Chypre, la question chypriote, les relations avec la Russie, ou encore la question syrienne. Sur ces trois dossiers, par exemple, sur trois enjeux fondamentaux, l'arrivée au pouvoir de l'opposition n'entraînerait pas nécessairement un changement significatif des positions de la Turquie, des orientations de la politique étrangère de la Turquie. Une petite dernière question, mais en revanche, c'est justement par rapport au sondage que vous indiquiez, si on peut envisager une élection à la fonction présidentielle de Kılıçdaroğlu et en même temps une majorité AKP, MHP au Parlement, c'est envisageable. On peut envisager plusieurs scénarios, effectivement, dont des scénarios de cohabitation.
avec un président élu donc de l'opposition et une majorité au Parlement, qui pourrait être absolue ou plus vraisemblablement relative, et donnant lieu aussi à des regroupements et des coalitions entre partis au sein du Parlement, qui serait toujours une majorité détenue par l'AKP avec le MHP et voire d'autres petits partis. C'est tout à fait envisageable, comme l'inverse aussi. Et effectivement, ça serait une situation tout à fait inédite et pourrait remettre en question certaines des mesures et des promesses de l'opposition, notamment sa volonté de rétablir le régime parlementaire, puisque cela devrait entraîner une révision de la Constitution à nouveau. Et pour cela, il y a plusieurs options, mais un vote du Parlement est requis avec un quorum qu'il faut atteindre concernant les votes des députés, et par conséquent, le président élu se rencontrerait très certainement des difficultés pour pouvoir mettre en œuvre son programme électoral dans une situation de cohabitation. Nicolas Monceau, merci beaucoup pour la qualité de l'analyse. Je pense qu'on a quand même fait un large panorama des enjeux du déroulement de la campagne. On suivra avec attention évidemment ce qu'annonceront les résultats le 14. Et d'ores et déjà, je pense qu'on peut envisager de se retrouver pour analyser les résultats et présidentiels et législatifs, parce que je pense qu'on oublie un peu que les législatives sont tout aussi cruciales que la présidentielle. Un grand merci. Merci à vous. Toutes les conférences et entretiens de la Fondation Jean Jaurès sont à retrouver en podcast sur notre site jeanjaurès.org et sur notre chaîne YouTube. Fondation Jean Jaurès. Pensez pour agir.